Après mon opération, ma famille a promis de m'aider à récupérer. Au lieu de cela, ils sont partis en voyage au ski et m'ont laissé seul, sans nourriture ni médicaments. Quand j'ai appelé mon frère, il a dit « Ne me fais pas culpabiliser. Nous sommes en vacances. Pas tes serviteurs. » J'ai juste murmuré « Merci de m'avoir montré qui vous êtes vraiment. » 2 semaines plus tard, j'ai pris une décision qu'ils n'ont pas vu venir. Ils m'ont bombardé de 32 messages « S'il te plaît, parle-nous, on t'en supplie. » Salut, Reddit. Je ne sais même pas par où commencer, mais je suppose que le début est un bon point de départ. Moi, 28F, j'ai dû me faire opérer de la colonne vertébrale il y a 2 semaines. Rien d'expérimental ou quoi que ce soit, juste une discectomie après des années de douleur et d'engourdissement. On m'a dit que la convalescence serait lente, surtout les 2 premières semaines. Mon chirurgien a insisté sur le fait que je ne pourrais ni me pencher ni soulever grand-chose, et que j'aurais besoin d'aide pour les tâches de base, manger, prendre mes médicaments, utiliser les toilettes. Je vis seul dans un petit appartement, et j'avais tout planifié méticuleusement. J'avais préparé et congelé des repas, étiqueté les médicaments, et aménagé ma chambre avec des barres d'appui et un déambulateur à proximité, mais j'avais quand même besoin d'aide, surtout pour les 10 premiers jours post-opératoires. Ma famille, mes parents et mon frère, 31H, avaient promis qu'ils se relaieraient pour rester avec moi. Nous avions même un calendrier Google. Ma mère serait là du jour de l'opération jusqu'au 3e jour, puis mon frère du 4e au 7e jour, et enfin mon père du 8e au 10e jour. Après ça, j'aurais des séances de kiné à domicile et je pourrais me débrouiller davantage seul. Ils étaient tous d'accord. Ils en ont même fait toute une histoire sur le fait que la famille reste soudée, qu'ils ne me laisseraient jamais traverser ça seul. L'opération s'est bien passée. J'avais mal mais j'étais soulagé. Quand je me suis réveillé en salle de réveil, l'infirmière m'a dit que ma mère était dans la salle d'attente avec des fleurs et que je pourrais sortir le lendemain matin. Sauf que, lorsque je suis sorti en fauteuil roulant le lendemain, ma mère n'était pas là. L'infirmière m'a tendu mon téléphone, et j'ai vu un texto d'elle, « Salut ma chérie, un imprévu est survenu avec le travail de papa donc on va juste décaler un peu les choses. Ton frère a dit qu'il pouvait venir demain à la place. Tiens bon, je t'aime. » J'étais abasourdi. L'infirmière avait l'air inquiète et m'a demandé si quelqu'un venait me chercher. J'ai menti, j'ai dit oui, et j'ai appelé un VTC. Quand je suis rentré à la maison, j'ai avancé péniblement à l'intérieur avec mon sac de nuit, comme si j'avais 80 ans. J'ai pensé, d'accord, ce n'est qu'un jour. Je vais dormir et survivre jusqu'à ce que Ryan, mon frère, arrive. Le lendemain est arrivé. Pas de Ryan. Pas d'appel. Pas de texto. Dans l'après-midi, j'ai essayé de l'appeler. Il a décroché à la 2e sonnerie et musique forte, rire, des voix en arrière-plan. Quoi, a-t-il lâché? Où es-tu, ai-je demandé, ma voix rauque à cause des antidouleurs et de l'épuisement. Il a ri. À Vaille. Vaille, la station de ski. Maman, papa et moi avons réservé un voyage de dernière minute. Je pensais qu'elle te l'avait dit. Tu avais dit que tu serais là. Je ne peux même pas aller aux toilettes correctement. Sa voix est devenue plus froide. Ne me fais pas culpabiliser, d'accord? Nous sommes en vacances, pas tes serviteurs. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai juste murmuré, merci de m'avoir montré qui vous êtes vraiment. Puis j'ai raccroché. Cette nuit-là, je suis tombé à court d'antidouleurs. Je n'avais pas pu renouveler mon ordonnance car je ne pouvais pas marcher jusqu'à la pharmacie. J'ai passé les 24 heures suivantes à trembler et à transpirer dans mon lit, affamé, en proie à une douleur atroce, et trop fier pour appeler qui que ce soit d'autre. Une voisine m'a finalement entendu vomir dans le couloir et est venue voir comment j'allais. Elle a 65 ans, habite à 2 portes de chez moi, et a fini par appeler mon médecin et aller chercher mes médicaments. Elle, une quasi-inconnue, m'a aidé à nettoyer, m'a apporté de la soupe, et est restée avec moi pendant 2 heures. Ma propre famille? Ils n'ont pas rappelé. Pas une seule fois. Mais j'ai vu leurs publications éphémères sur Instagram, mon frère trinquant au champagne au sommet d'une montagne, ma mère dans un jacuzzi, mon père blaguant sur le fait de « enfin se détendre ». Je ne les ai pas bloqués. Je n'ai pas crié. J'ai juste pris note. Car lorsque j'ai enfin pu marcher jusqu'à mon ordinateur portable, j'ai commencé à planifier quelque chose, discrètement. 2 semaines plus tard, j'ai pris une décision qu'ils n'ont jamais vu venir.
La douleur était la pire que j'ai jamais ressentie de ma vie, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. J'étais faible, groggy et humilié. Chaque pas traînant jusqu'à la salle de bain ressemblait à une ascension pénible. Mon corps était endolori, mais ce qui me dévastait le plus, c'était la prise de conscience que les personnes que j'aimais le plus m'avaient tout simplement abandonné. Ils n'avaient pas oublié, ils avaient choisi de ne pas venir. Après que ma voisine m'a aidé à obtenir mes médicaments, je suis restée silencieuse. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de texto. J'ai attendu qu'ils prennent contact à leur retour. Ils ne l'ont pas fait. Le 14e jour post-opératoire, j'ai finalement reçu le joyeux message de groupe familial habituel. Ils venaient d'atterrir. Quel voyage! Ils étaient épuisés mais ressourcés. Mon frère a envoyé une photo de son nouveau snowboard. Ma mère a mentionné à quel point c'était agréable d'avoir de vrais moments en famille pour une fois. De vrais moments en famille. J'étais invisible, ou pire, jetable. Alors je me suis assise dans mon appartement, marchant toujours avec raideur, grimaçant encore à chaque pas, et j'ai commencé à prendre des décisions, le genre de décisions que l'on ne prend qu'une seule fois. Voici ce qu'ils ne savaient pas, je les aidais financièrement depuis des années. J'ai aidé mes parents à rembourser une deuxième hypothèque quand mon père a perdu un contrat. Ils ont dit qu'ils me rembourseraient mais ne l'ont jamais fait. J'ai aidé Ryan à refinancer son prêt auto après qu'il a accumulé des dettes de carte de crédit. Je me suis porté co-signataire. Encore une fois, des promesses mais pas de suivi. Ils ont toujours présenté cela comme ce que la famille fait l'un pour l'autre, et je l'ai cru. Mais maintenant, je voyais la situation pour ce qu'elle était, une loyauté de convenance. Ils étaient loyaux quand ils avaient besoin de moi, mais dès que j'ai eu besoin d'eux, ils ont disparu comme si de rien n'était. Alors je me suis connecté à mes comptes, j'ai discrètement dissocié les identifiants de connexion partagés. J'ai changé tous les mots de passe. Je me suis désabonné des paiements automatiques qu'ils n'avaient curieusement jamais mis en place eux-mêmes, y compris l'Internet de mes parents et l'abonnement à la salle de sport de Ryan que je payais depuis 11 mois. J'ai annulé la carte de crédit de secours sur le compte Amazon de Ryan, supprimé les profils invités sur mon Netflix, Hulu et Disney+. J'ai aussi contacté un avocat. Rien d'extrême, juste pour me renseigner sur la révocation formelle de l'accord de prêt informel que j'avais rédigé avec mes parents. Il n'avait aucun poids juridique, mais je voulais que ce soit consigné par écrit. Je voulais que ça existe. Puis je leur ai écrit à tous un unique et poli email. Je l'ai gardé froid, direct et calme. J'ai dit que je me remettais bien, grâce à la gentillesse d'inconnus. Que je ne fournirais plus d'aide financière, que je ne co-signerais plus rien et que je ne ferais plus partie de ressources partagées. Pas d'accusation, pas de rage, juste les faits. J'ai signé de mon nom. Pas de « bisous », pas de « prends soin de toi ». Je l'ai envoyé un lundi à 8h. À 8h17, j'avais un appel manqué de ma mère. À 8h25, il y avait des textos, d'abord confus, puis sur la défensive. Mon père a dit que je surréagissais. Mon frère a exigé de savoir ce que je voulais dire par « couper le soutien ». Ma mère a envoyé un long paragraphe sur le fait de ne pas tourner le dos à sa famille. Mais je n'ai pas répondu. À midi, le ton avait complètement changé. Des excuses, des supplications pour parler, des messages disant que j'avais mal compris, qu'ils comptaient appeler, qu'ils avaient juste besoin d'une pause. Ils n'arrêtaient pas d'arriver. 32 messages au total. Un de ma mère disait simplement « S'il te plaît, parle-nous. On t'en supplie. » J'ai fixé mon téléphone un moment. Puis je l'ai retourné, écran vers le bas. J'avais de la kinésithérapie le matin, et pour une fois, je me concentrais sur ma convalescence, pas la leur. La 3e semaine, je bougeais mieux. Toujours raide, toujours fatigué, mais je pouvais enfin passer une journée entière sans avoir besoin de me cramponner juste pour m'asseoir ou me lever. À chaque pas, je retrouvais ma détermination, endurcie. Je n'étais plus en colère, pas vraiment. J'étais lucide. Cela les effrayait plus que des cris ne l'auraient jamais fait. Ils n'ont pas arrêté d'envoyer des messages. Chaque jour, d'autres textos arrivaient, certains suppliants, d'autres passifs-agressifs. Mon père a essayé de faire comme si de rien n'était, me demandant si je voulais aller déjeuner, comme au bon vieux temps. Ma mère a écrit des messages sur le fait que ça la blessait aussi et que les choses avaient été mal communiquées. Ryan a envoyé des notes vocales qui oscillaient sauvagement entre la colère et les excuses. Je les ai tous ignorées. À la place,
j'ai consacré mon énergie à ma guérison. Je me suis tenu à ma kinésithérapie, j'ai cuisiné ce que je pouvais, j'ai réorganisé mon appartement. J'ai même commencé à chercher un nouvel endroit, non pas parce que j'avais besoin de plus d'espace, mais parce que je voulais de la distance non seulement de leur proximité physique, mais aussi de la version de moi-même qui pensait encore que je leur devais tout. La 4e semaine, je me sentais assez forte pour faire ce que je savais devoir être fait. Je les ai invités dans mon appartement pour ce qu'ils supposaient être une mise au point. Ma mère a répondu par un « oui », trop enthousiaste. Mon père a dit qu'il était fier de moi d'être assez mature pour en discuter. Ryan a juste envoyé un émoticône pouce levé. Ils sont arrivés à l'heure, tous ensemble, et ont apporté des viennoiseries comme pour un repas de mi-matinée. Je n'ai pas offert de café. Je n'ai pas demandé comment s'était passé leur voyage. Je les ai fait asseoir et j'ai tendu à chacun un dossier. À l'intérieur se trouvait une simple lettre décrivant quel serait et ne serait plus mon rôle dans leur vie à l'avenir. Plus de prêts, plus de co-signatures, plus de couverture de factures impayées ou d'urgence soudaine. S'ils voulaient réparer la relation, ce serait à la condition d'un respect et d'un effort mutuel, et non par commodité. Ma mère l'a parcouru rapidement, déjà les larmes aux yeux. Mon père a essayé de demander si c'était nécessaire. Ryan a ricané, a jeté le dossier sur la table et a marmonné quelque chose sur le fait que je faisais du drame. C'est là que je me suis levé. Mon dos me faisait encore mal, mais je me tenais droite et stable. Je leur ai dit qu'il ne s'agissait pas de punition, mais de vérité. Ils m'avaient laissé seul après une opération majeure. Aucun d'entre eux n'avait tenu sa promesse. Ils avaient choisi leur confort au détriment de ma santé, et je les voyais clairement maintenant. Cette lucidité n'allait pas disparaître simplement parce qu'ils étaient mal à l'aise avec elle. Ils ont dit qu'ils étaient désolés. J'ai dit que je les entendais, mais que des excuses ne restauraient pas la confiance, et que je n'allais pas recommencer à prétendre qu'ils étaient les personnes dont j'avais besoin quand cela comptait le plus. Ils sont partis peu de temps après, en silence. Pas de cris, pas d'accolade. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des semaines. Pour la première fois de ma vie, je ne les portais plus. Je ne m'accrochais plus à un fantasme de ce qu'ils pourraient être. J'avais enfin lâché la version de la famille qu'on m'avait appris à protéger et j'avais fait de la place pour celle que je pourrais peut-être un jour choisir. Cela fait 2 mois depuis cette réunion. Je ne les ai pas revus depuis. Les textos se sont finalement raréfiés, puis ont cessé. La culpabilisation a laissé place au silence, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils n'étaient pas intéressés à comprendre, ils étaient juste choqués que la bouée de sauvetage qu'ils tenaient pour acquise ait finalement été coupée. Dans le calme qui a suivi, j'ai commencé à redécouvrir des parties de moi que je ne réalisais pas avoir enterrées. Je me suis inscrite à une formation courte que je remettais à plus tard depuis des années. J'ai changé mon contact d'urgence pour une amie proche qui s'est montrée présente quand personne d'autre ne l'était. J'ai commencé à construire un cercle de personnes qui n'attendaient pas de moi que je saigne pour leur confort, des gens qui étaient là même quand ce n'était pas pratique. J'ai aussi déménagé. Nouvel appartement, nouvelle serrure, nouveau quartier. Je n'ai pas laissé d'adresse de réexpédition. L'ancienne moi leur aurait peut-être dit où j'étais allé, aurait laissé la porte ouverte au cas où. Mais cette version de moi, celle qui a dû boiter sur un sol de cuisine glaciale pour prendre ses médicaments pendant que sa famille trinquait au sommet d'une montagne, elle savait mieux. Ils m'ont appris une leçon à la dure, les liens du sang ne font pas la loyauté, les promesses ne sont pas des actions, et parfois la plus grande paix ne vient pas de la réparation de ce qui est cassé, mais du fait de s'éloigner avant que cela ne vous brise. Le dernier message que j'ai jamais reçu de ma mère était juste 2 mots, toujours une famille. Je n'ai jamais répondu parce que j'ai finalement réalisé que non, nous ne le sommes pas. Je construis une vie qui ne tourne pas autour de gens qui se souviennent que j'existe seulement quand ils ont besoin de quelque chose ou une vie avec des limites, de la réciprocité et de la paix. Et c'est calme maintenant, mais ce n'est pas solitaire. C'est la liberté.